Bonjour, bienvenue sur la Sans plus rtmtvpolitique.com. tarder, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 20 octobre 2024. Nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année 2024 qui est passée tellement vite. Et c'est déplorable de voir qu'encore une autre année s'achève sans qu'on ait pu obtenir tout ce que nous souhaitions. Qu'à cela nous tienne, nous sommes quand même sur une très bonne voie pour obtenir ce que nous voulons. Et c'est notre souhait et que nous puissions terminer cette année dans de bonne santé parce que il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Nous avons perdu beaucoup de personnes au cours de cette année 2024. Beaucoup sont ceux-là qui étaient avec nous à la même période l'an passé, mais qui ne sont malheureusement pas parmi nous. Nous prions Dieu que leurs âmes soient acceptées au paradis et que nous qui sommes restés, qui nous permettent de continuer les œuvres ou les travaux que nous avions avec ces personnes. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler et vous allez encore le comprendre davantage dans ce live-là. Comme j'ai dit ou comme nous avions promis, aujourd'hui nous allons avoir deux lives. Le premier live, ça va être en français. Ensuite, nous allons sans pas retarder couper le live pour aller encore dans un deuxième live qui sera exclusivement en français. Qu'est-ce que nous allons traiter dans ce premier live? Vous avez vu, un détail change tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi un détail change tout comparativement à l'énoncé que nous avons fait où nous avons dit c'est quoi la différence entre nos produits et ceux de nos concurrents? C'est quoi la différence? Vous allez comprendre dans ce live-là. Qu'est-ce qui fait la différence ou qu'est-ce qui fait la particularité de ce que nous faisons? La particularité de ce que nous faisons, c'est que nous nous référons et nous nous repérons. Pourquoi? Parce que l'oubli est humain. Et puisque l'oubli est humain, il y a des failles qui peuvent arriver tout simplement parce que certaines personnes n'ont pas porté attention à des détails. Ce sont ces détails-là que nous allons relever. Quels sont ces détails? C'est justement faire aujourd'hui un parallèle entre ce qui s'est passé en Centrafrique il y a quelques décennies et ce qui est en train de se passer en Guinée. Pourquoi nous allons faire ça? C'est pour montrer et faire un parallèle entre Bokassa, qui était l'un des présidents qui est allé jusqu'à s'octroyer le titre d'empereur en Centrafrique, ça c'était il y a plusieurs décennies, et ce qu'aujourd'hui Mamadi Doumbouya est en train de faire par la complicité comme son prédécesseur, comme celui, la personne avec laquelle nous allons lui faire la comparaison, donc Bokassa, avec la complicité de la France à l'époque qui avait soutenu, c'était sous le magistère d'un certain, j'essaie d'avoir le nom tout à l'heure, j'ai un petit blanc, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, c'était lui le président à l'époque, mais avant d'être président, quels étaient les liens entre lui et Jean-Bédel Bokassa? Nous allons parler de ça et vous allez trouver curieusement qu'il y a des similitudes entre les deux personnes, bien que ce soit des époques complètement différentes, bien que ce soit dans des circonstances complètement différentes, mais finalement, la finalité et ce qui est en train de se passer, vous allez être ahuri, vous allez être stupéfait et vous allez être inquiet de constater que malgré les années, la France n'a rien appris de ses erreurs et c'est la même chose qui est en train de se passer en Guinée. Donc, gardez très bien votre position d'écoute et retenez très bien les détails parce qu'aujourd'hui, ce ne sont que les grandes lignes que nous allons vous donner pour ne pas se perdre. Donc, la constitution ou la division de notre live, il sera
de 4 parties. La première partie, nous allons effectivement parler de cet agent français de la France depuis l'indépendance, donc plus particulièrement sous le régime de Lansana Conté. Quel est cet agent? Quel est le rôle qu'il avait joué? Cet agent français, secret français, qui est aujourd'hui au sein de l'administration et qui est aujourd'hui l'un des membres du CNRD, et non des moindres. Quel est cet agent? Comment il est entré? Et quel est le rôle qu'il avait joué pendant les transitions? La transition du CNDD, mais aujourd'hui cette transition du CNRD, vous allez comprendre pourquoi le bas blesse et pourquoi nous sommes dans cette situation. Donc, parler de cet agent, ça va être l'introduction. Ensuite, parler des similitudes entre Louis Bokassa et Mamadi Doumbouya. Ensuite, pour finir, nous allons parler des narcotrafiquants et ce qui justement a constitué aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir comme dérive dans le pays et pourquoi il y a actuellement, et ça va être dans les divers, ça va être la 4e partie dans ces divers-là, pourquoi actuellement il y a une mission de DEA qui est en train de séjourner en Afrique de l'Ouest et pourquoi il y a encore une autre délégation pour toujours resserrer l'étau autour de la gente, autour de cette nébuleuse pour régler à la fois 3 problèmes. Le problème de la mauvaise gouvernance, le problème de l'insécurité, mais également le problème de narcotrafic qui est en train aujourd'hui de prendre une certaine ampleur, qui est aujourd'hui en train de prendre une certaine proportion. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, le gouvernement français, je parle du nouveau gouvernement français, est en train de vouloir combattre l'insécurité en Europe, plus particulièrement en France. Et pour combattre cette insécurité, ils ont un secteur en particulier, c'est celui des narcos, c'est celui des trafiquants de drogue. Et aujourd'hui, curieusement, ils sont de mèche avec un régime qui était régime trafiquant de drogue. Mais qu'est-ce qui explique que malgré leur volonté en Afrique d'afficher une certaine volonté de combattre ces narcotrafiquants, ils sont en train toujours de s'acoquiner avec ce régime de narcotrafiquants. Qui sont ces narcotrafiquants? Quelles sont les preuves du trafic qu'ils sont en train de faire? Et pourquoi la France est en train de fermer les yeux sur ce qu'elle est en train de dire combattre publiquement, mais en même temps, elle est en train d'avoir ses liens. Pourquoi l'histoire, justement, de Jean Bédel Bokassa, c'est pour vous montrer que ce n'est pas une première. Ils avaient fait ça au temps de Jean Bédel Bokassa et ils sont en train de vouloir rééditer ça et nous n'allons pas le permettre. Donc ce live-là, il est tellement intéressant comme j'ai dit. Aujourd'hui, ce sont les grandes lignes que nous allons donner. Les détails, soit vous, par curiosité, vous pouvez aller faire vos recherches en attendant à travers les noms et les dates que nous allons vous donner sur la chronologie ou bien attendre nos prochains lives où nous viendrons plus en détail sur ce qui s'est passé. Gardez cette position d'écoute. Et toujours dans les divers, nous allons vous parler également de ce que certains Guinéens sont en train de faire à l'étranger pour développer ce qu'ils ont appelé l'esprit CNRD. Qu'est-ce que c'est que l'esprit CNRD? Quelle est cette manipulation que le CNRD est en train de faire selon les discours? Que ce soit la mission de Dansa, que ce soit la mission de Baouri. Qu'est-ce qu'ils sont en train de miroiter aux gens qui sont dans la diaspora concernant ce projet Simandou? Et vous allez voir là aussi une coïncidence ou bien une similitude entre l'uranium qui avait été découvert en Centrafrique. Quel était l'impact mondial ou géostratégique à l'époque de ce uranium-là par rapport justement aux deux puissances qui s'entrechoquaient, donc le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, comme c'est le cas présentement? Quelle est justement aujourd'hui l'implication ou bien l'effet de ces gisements de fer découverts au niveau du mont Simandou? Qu'est-ce que justement cela est en train d'impacter sur le jugement et la position réelle de ces puissances étrangères qui se voient obligées, comme j'ai dit, malgré le trafic pour certains, de fermer les yeux, malgré les violations de droits de l'homme, de fermer les yeux, sauf à l'exception de quelques-unes qui, comme à l'époque aussi du temps de Jean Bédel Bokassa, qui avaient décidé mordicus ou de rester droit dans leur botte pour combattre l'injustice d'où qu'elle soit. C'est le cas présentement des États-Unis qui ont décidé malgré tout de rester fidèles à leurs promesses, à leurs valeurs, de combattre cette injustice, de combattre l'insécurité et de combattre le trafic. Comme j'ai dit, il y a cette mission actuellement en Afrique de l'Ouest qui est en train de faire sa tournée pour épingler le CNRD, mais puisque, vous allez avoir les détails, comme j'ai dit, il ne faudrait pas du tout vous laisser saliver, l'essentiel c'est d'aller. Donc, gardez votre position d'écoute par rapport à ce que nous allons dire et les détails comptent. Donc, gardez très bien focus sur ce que nous sommes en train de dire parce qu'aujourd'hui, ce ne sont que les grandes lignes. Mais ces grandes lignes sont à prendre justement avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt, mais aussi
tirer profit parce que il y a dedans un détail qui pourra aider à faire changer les choses, mais dans le sens le plus positif. Comme j'ai dit, il est très regrettable aujourd'hui. Et je prie Dieu d'abord de me permettre d'être sage dans ce que je suis en train de dire, de me permettre de dire, de me permettre de délivrer ce message afin que vous qui êtes en train de suivre, vous les bénéficiaires, que vous pouvez en tirer profit et comprendre que le néocolonialisme existe encore. Je dirais même que la colonisation n'a jamais cessé. Il n'y a eu qu'une certaine chimère qui a été vendue aux Africains pour les faire croire qu'ils sont indépendants ou qu'on leur a donné l'indépendance, mais dans les faits, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que justement, pour commencer notre live, nous allons vous parler d'une personne. Cette personne s'appelle Aboubacar Sidiki dit Idi Amin. C'est un camarade. Et ce Aboubacar Sidiki dit Idi Amin, il a joué un rôle et continue de jouer un rôle malheureusement très négatif dans l'indépendance de la Guinée. Pourquoi? Cet agent était militaire, un gendarme pour être plus précis, et qui a d'abord comme formation initiale d'agronome. C'est un agronome de formation, donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'activité qu'il est en train de mener aujourd'hui. D'aucuns diront que l'armée, c'est tout le monde. L'armée, on peut avoir dans l'armée tous les corps de métier, c'est vrai. Sauf qu'à l'époque, après l'indépendance, donc dans les années 58, les premiers fonctionnaires ou les premiers à aller à l'école étaient destinés le plus souvent à aller dans des secteurs qui étaient des secteurs prioritaires pour l'État. Lui, dans son cas, puisque la Guinée avait opté pour cette économie conservatrice, ce régime économique de socialisme, avait voulu se lancer dans l'agriculture. Donc lui, il fait partie de ces premiers Guinéens qui ont bénéficié de l'école à l'époque et qui étaient agronomes de formation. Jusqu'ici, ça va. Sauf que ce monsieur, pour des raisons X ou Y que nous ne pouvons pas pour ne pas que le live soit long, décide d'embrasser à l'époque l'armée. Et l'armée, comme j'ai dit, puisque la Guinée après avoir obtenu son indépendance, était en train de tout faire pour que ce soit un pays normal. Donc, la formation militaire était obligatoire et ce monsieur-là, lui, il embrasse à l'époque ce qu'on appelait la gendarmerie. Sauf que, avec un détail très important, il est rentré comme gendarme et en sa qualité d'agent à l'époque qui avait été orienté dans les chiffres, ce qu'ils appelaient les chiffres, c'est en réalité c'est ce service de renseignement. Ce service de renseignement, puisque c'était justement la France qui formait la plupart de ses soldats, lui, Idi Amin, opte, et d'ailleurs le choix de ce sobriquet Idi Amin, vous connaissez tous c'est qui ce Idi Amin. Idi Amin, c'était ce chef d'État ougandais qui avait régné sur une main de fer sur son pays et qui est mort dans des circonstances que vous tous vous connaissez. On dira, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Le choix de ce métier, qui n'est pas un modèle en matière de démocratie, on dit déjà quelque chose sur l'état d'âme et sur la personnalité de la personne sur laquelle nous sommes en train de parler. Donc ce monsieur-là, agronome de formation, décide de rentrer dans la gendarmerie et choisit un secteur en particulier qui est celui de l'école de la guerre, mais secrètement, avec la France, il décide d'avoir une formation particulière qui est la formation des chiffres. La formation appelée à l'époque les chiffres, c'est une formation, c'était le code qui était donné à ceux-là qui devaient décortiquer, qui devaient connaître en fait les déplacements, avoir des renseignements pour les fournir au pays ou bien à leur hiérarchie. Sauf que lui, dans son cas, il a opté d'être cet agent double. Il a opté d'être justement cet agent qui a décidé, parce que la France a été chassée de la Guinée d'une manière prématurée, d'une manière brusque, c'était l'affront contre cette puissance à l'époque qui n'a pas voulu pardonner à la Guinée et qui décide d'avoir alors des agents à l'intérieur pour les former. Pourquoi? C'est important avant de venir sur ce parallélisme de forme ou bien sur ce parallèle que nous allons faire entre cette Centrafrique et la Guinée, c'est important qu'on commence par ce monsieur-là et le rôle qu'il est en train de jouer. Donc ce monsieur-là, la formation militaire qu'il avait, donc quand nous parlons des militaires, là c'est des paramilitaires, donc la gendarmerie ça fait partie des militaires, donc lui il choisit d'appartenir à ce corps qui doit fournir des renseignements à son pays. Sauf que la formation pour laquelle il a été envoyé en France, il va au-delà et il loue un partenariat avec la France pour donner des renseignements à la France au compte du poste qu'il allait occuper. Il vient en Guinée. À l'époque, c'était le général Lansana Conté. Il gravit les échelons jusqu'à obtenir ce poste-là. Et ce poste-là, et ce rôle, c'était en fait de sauvegarder son pays. Mais au lieu de sauvegarder son pays, ce que lui, il était en train de faire, c'était de vendre des renseignements à l'époque à la France. Et vous connaissez très bien le climat entre le général Lansana Conté, peu à son âme, et la France à l'époque.
l'époque, c'était des relations de méli-mélo. Au début, c'était très bien parce que Sékou Touré était considéré comme l'ennemi de la France, entre guillemets. Et quand il y a eu ce libéralisme avec l'arrivée du CMRN, donc le Comité militaire de redressement national, les relations sont devenues moins tendues. Donc, il y a eu une ouverture du pays avec le libéralisme, mais aussi avec la libéralisation de certains secteurs d'activité, mais aussi les prisonniers qui étaient dans les prisons ont été libérés. Donc, cette ouverture a permis à ce qu'il y ait des rapports moins tendus entre la Guinée et la France. Sauf que, comme j'ai dit, le général Lansana Conté n'étant pas entièrement un instruit, qui est plus un militaire, avait eu confiance à certains, et dans cette confiance-là, il a eu confiance en certains Idi Amin qui occupait un poste sur lequel nous n'allons pas beaucoup parler ici. Sauf que, qu'est-ce qui est important, c'est que ce poste qu'il occupait, il était en train de rendre en même temps compte à ses employeurs, donc à cette organisation au niveau de la gendarmerie française, à qui il donnait des comptes, jusqu'à ce que, un jour, le général Lansana Conté s'est rendu compte du rôle nocif que ce monsieur était en train de jouer. Jusque-là, quand il s'est rendu compte, les méfaits et tout ce qu'il était en train de faire de nuisible contre son pays s'est retourné finalement contre lui. Le président, le général Lansana Conté, plutôt que de radier cet agent ou bien de le mettre en prison ou de le punir, décide tout simplement, de par son intelligence, de dire: puisque désormais nous connaissons c'est quoi ce verre qui est entré dans la pomme, nous allons l'utiliser, et plutôt qu'il donne des renseignements fiables à son hiérarchie ou bien à ses employeurs, nous allons profiter de lui pour qu'il donne des mauvais renseignements à la France. Voilà comment le général Lansana Conté a pu, par exemple, déjouer certains complots contre lui, y compris un complot que vous avez suivi à un moment donné, qui était organisé du côté de la France, et les images que vous les avez souvent suivies. Ce n'était pas le seul. Le plus souvent, on voulait déstabiliser ce monsieur, mais qui était en même temps aussi un rempart contre la rébellion à l'époque. Vous savez que dans les années 90, c'était l'époque des coups d'État, après l'époque des rébellions plutôt, après l'époque des coups d'État. Dans les années 60-70, ce fut l'époque des rébellions. Donc, dans les années 90, c'était la rébellion libérienne, c'était la rébellion léonaise et ainsi de suite. Donc, la Guinée qui était au milieu de pays instables, il fallait quand même trouver un moyen de ne pas permettre à ces rebelles à l'époque de propager ce qu'ils faisaient à l'époque comme déstabilisation ou instabilité dans la sous-région. Donc, en même temps, si vous vous rappelez, des présidents et non des moindres avaient visité la Guinée. Et lorsque justement lui, Lansana Conté, était fréquenté par ces personnes malgré la situation dans laquelle vivaient les Guinéens, il y avait donc cette balance que les Occidentaux faisaient sur lui, en même temps l'avoir de plus près, mais en même temps aussi ne va avoir de problème avec lui. Vous vous rappelez très bien que les réfugiés venaient en masse en Guinée, que ce soit ceux venus de la Sierra Leone, du Libéria et les pays voisins. Et puis, juste après, il y a eu aussi l'instabilité du côté de la Côte d'Ivoire, où là aussi il y a eu des déplacements massifs d'Ivoiriens sur les sols voisins. Donc la Guinée aussi n'a pas échappé à cela. Pourquoi nous sommes en train de vous donner ça? C'est pour vous dire que lui, Idi Amin, a résumé, pendant le règne de monsieur Lansana Conté, il était en train de jouer un rôle, mais qui était connu par les autorités guinéennes et donc qui avait moins de méfaits. Paf, qu'est-ce qui arrive en 2008? Le président général Lansana Conté décède. Le CNDD vient au pouvoir. Quand le CNDD est venu au pouvoir, lui, Idi Amin, à l'époque, qui avait un rang moindre par rapport à celui qu'il était en train d'occuper, il vient justement comme un membre du CNDD, sauf qu'à l'époque, puisque c'est un ethno, et ça aussi il faut le mentionner de la personne, c'est un ethno, à l'époque, qu'est-ce qu'il avait dit à cette gente militaire où il était le plus âgé parmi eux, parce que c'était les Sekouba, c'était les Fadiga, c'était les shérifs, c'était les Sekouba Konaté, et j'en passe. Donc lui qui était le plus âgé à l'époque, qu'est-ce qu'il avait dit à ses frères d'armes? Une transition ne doit pas du tout dépasser 1 an. Donc 12 mois tout au plus. Ça lui avait valu ce que ça lui avait valu, et pour certaines personnes, c'était le démocrate parmi eux, c'était le plus instruit, c'était le plus rangé parmi eux. Pourquoi? Vous allez comprendre tout à l'heure un détail que nous avons sauté. C'est que vers la fin du règne de Lansana Conté, qui était affaibli,
à la fois sur le plan politique, sur le plan économique, mais surtout sur le plan de sa santé, était très diminué. Donc, il y a eu ces mafias de trafiquants de drogue, et à l'époque, la Guinée-Bissau aussi subissait cette instabilité politique, mais aussi c'était une plaque tournante de la drogue. La Guinée voisine, la Guinée-Bissau, n'a pas échappé à cela. Et si vous vous rappelez le procès justement des narcotrafiquants au temps du CNDD, mais avant cela, vous avez vu ce qui s'était passé, et ça c'est extrêmement important de noter ce détail. La drogue qui circulait comme pas possible sur la Guinée, où des aéronefs atterrissaient sur des aéroports guinéens, que ce soit du côté de Bouquet, que ce soit du côté de Farana, que ce soit du côté de Conakry même. Parlant justement de Farana, lui, Idi Amin, il est originaire de Farana. C'est un Dialonké. C'est pas fortuit ce que nous sommes en train de donner là comme détail. C'est parce qu'à l'époque, un certain général Kéléfa, qui était le dernier chef d'état-major de l'armée de justement général Lansana Conté, qui est le père en même temps d'un certain Amara, aujourd'hui membre du CNDD, qui occupe une place et non des moindres, leur secrétaire à la présidence de Mamadi Doumbouya. À l'époque, lui, étant plus jeune, son père était le chef d'état-major, mais lorsque le CNDD est venu au pouvoir, après qu'il y a eu ces escarmouches entre la police et la gendarmerie, et quand nous parlons de ces escarmouches entre la police et la gendarmerie, vous vous rappelez très bien, quand le CNDD est venu, les premières mesures qu'ils ont faites, c'était de mettre main sur la plupart des trafiquants. La plupart de ces trafiquants, vous vous rappelez d'un certain Kalo, vous vous rappelez d'un certain Mara, vous vous rappelez même du fils du général Lansana Conté. Un certain Ossé avait été épinglé. Vous aviez vu à l'époque les images où il s'expliquait, il disait qu'il fait partie, et il le dit face caméra, qu'il faisait le trafic de drogue, mais qu'il n'était pas le parrain, contrairement à ce qu'on disait. Pourquoi nous sommes en train de vous dire ça? C'est parce que dans ce live-là, vous devez connaître certains détails qui ont fait que la transition est en train de boiter, mais aussi pourquoi il y a eu organisation de ce procès le 28 septembre. Est-ce que c'était la pression internationale? Est-ce que c'était une bonne volonté de la part de la gente d'organiser, ou bien c'était un règlement de compte? Et dans ce live-là, vous allez comprendre, avant de venir à la responsabilité française, quel est le règlement de compte que le CNRD est en train de faire sur certains dignitaires du CNDD. Pourquoi ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la bonne gestion du pays. Pourquoi aujourd'hui le colonel Claude Puivy a été épinglé par rapport à ce dossier du 28 septembre? Pourquoi il a pris la fuite? Pourquoi il a été de nouveau ramené à la maison centrale? Pourquoi le Bienvenu Lama et tous les autres? En un mot, pourquoi des officiers forestiers aujourd'hui sont la cible de la justice, mais aussi d'arrestation, comme ce qui s'est passé hier au niveau de Kaloum, c'est Rémi Ménage, où certains étaient sur le viseur. Pourquoi cela? C'est extrêmement important qu'on insiste sur ce qui s'est passé au temps du général Lansana Conté, la fin de son règne, mais aussi pendant le CNDD. Donc, rappelez-vous qu'il y avait eu cette quantité importante de drogue que la police avait prise, et à vous rappeler que la police avait un problème avec la gendarmerie. C'est que la plupart des équipements qu'on amenait pour la gendarmerie étaient détournés par la police, qui était le chouchou à l'époque du régime. Pourquoi? Parce que c'était les narcos qui étaient en connivence avec les policiers, qui étaient en train d'avoir la plupart des moyens, parce que ils avaient des mains plus longues, ils avaient des bras plus longs. Donc, quand le CNDD est venu au pouvoir, la première des mesures qu'ils ont faites, si vous vous rappelez, c'était de retirer la gestion de la police de l'air de la police pour la confier à la gendarmerie. Pourquoi? C'est parce que la police était trempée jusqu'à la moelle, elle était dans des affaires tellement louches, elle était en fait embrigadée, elle était en fait infestée par ces trafiquants de drogue qui étaient justement jusqu'à un niveau très élevé. Voilà pourquoi un article avait même parlé d'État narco. On parlait de la Guinée-Bissau, mais ce n'était pas aussi, la Guinée n'était pas aussi à l'abri de cela, avec le général Lansana Conté qui était affaibli. Retenez très bien ces détails que nous sommes en train de donner. Donc lui, Claude Puivy, avec son armée à l'époque appartenant au Bata, qui avait fait une descente au niveau de Kamayen, au niveau du siège de la CMS, donc la compagnie mobile d'intervention et de la sécurité. Quand ils sont venus là, les images encore existent. Quand ils sont venus au dire, mais ils sont kilottés là. Et puis il y a eu des tirs où il y a eu certains agents qui ont rendu l'âme, qui ont été tout simplement éliminés. Ils ont récupéré la quantité de drogue qu'ils ont déposée à l'époque. Et ça, c'était vers la fin du général Lansana Conté, son règne. À l'époque, le CNDD n'était pas venu
venu. Et quand il y a eu ce décès du général Lansana Conté et que le CNDD a pris le pouvoir, leur priorité a été justement de s'attaquer à ces narcotrafiquants. C'est là où ils ont eu le malheur, justement, d'arrêter certains dignitaires qui sont les parents des dignitaires d'aujourd'hui. Donc, pour faire simple, ce qui est le dossier du 28 septembre n'a été que règlement de compte parce que certaines personnes qui avaient vu leurs parents humiliés à l'époque à la télé, qui ont vu leurs parents ou certaines activités que leurs parents faisaient stopper Rednet, voilà, ces personnes-là ont décidé de se venger. Maintenant, pour revenir à lui, Idi Amin, pourquoi il avait décidé que la position qu'il adopte soit une position d'une durée ne dépassant pas 12 mois pour la transition? C'est pour 3 raisons. La première des raisons, c'est un agent français et vous connaissez très bien les relations à un moment donné entre la France et le capitaine Moussa Dadis Camara, qui était toujours à couteau tiré entre lui et à l'époque celui qu'on appelait Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, devenu plus tard, cet ami, pas plus tard, et c'est toujours l'ami, c'était l'ami de monsieur Alpha Condé, et vous vous rappelez les passes d'armes entre le capitaine Moussa Dadis Camara et la France, à laquelle d'ailleurs il avait dit que la Guinée n'est pas un arrondissement de la France. Donc lui, l'agent secret, parce c'est important d'insister sur le rôle qu'il avait joué, avait reçu la consigne qui était la position de la France, que cette transition ne dure pas longtemps, que retour à l'ordre constitutionnel soit organisé pour qu'à l'époque, puisque la France voulait soutenir son candidat qui était à l'époque M. Alpha Condé, parce que la France voulait avoir M. Alpha Condé au pouvoir au détriment de tout ce qui allait. Donc les gens du RPG qui m'excusent de ces détails que je suis en train de donner, mais vous allez comprendre à la fin pourquoi nous sommes en train de parler en même temps de cette Centrafrique, parce que vous allez voir que la même chose qui a été faite au niveau de cette Centrafrique a été faite aussi également en Guinée, et c'est où la note d'espoir. Vous allez suivre le direct, donc soyez patient. Pendant ce temps, nous avons déjà fait 29 minutes. Donc je reviens encore sur la suite. C'est que la France qui voulait qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel, qui attendait impatiemment le décès justement du général Lansana Conté pour qu'il y ait ces élections, parce que vers la fin, la Guinée et la France, ce n'était pas du tout ça. Et lui, justement, Idi Amin était en train de jouer ce rôle d'agent double qui informait la France, parce que comme j'ai dit, on lui donnait des informations erronées et qui donnait à la France. Donc, à un moment donné, la France, d'ailleurs, s'était désintéressée à lui, estimant que les informations qu'il donnait n'étaient pas du tout des informations fiables. Mais il a quand même continué à jouer ce rôle d'agent double jusqu'à ce qu'il y ait justement cette transition où il espérait avoir une bonne position. Mais les gens qui connaissaient le rôle qu'il jouait ne lui ont pas donné d'importance, ne lui ont pas confié un poste de responsabilité. Pire, il a eu des altercations jusqu'à ce que, justement, il a été battu. Il a été mis en prison, ce qui explique sa mâchoire. Si vous regardez très bien le visage du monsieur, vous regardez la bouche qu'il a au niveau de la mâchoire, il a parfois du mal même à ouvrir la bouche vaillamment. Il ne peut pas le faire parce que lors des altercations, il avait subi des violences physiques qui ont fait que un coup avait désarçonné sa mâchoire. Donc, il a fallu qu'il soit évacué du côté du Maroc pour qu'une chirurgie lui soit faite pour qu'il puisse retrouver l'usage de sa mâchoire convenablement. Donc, cette violence qu'il avait subie, il ne l'a pas oubliée. Donc, c'est vous dire combien de fois c'est une canaille, combien de fois comme il l'a dit, c'est quelqu'un qui a une réputation d'être d'ailleurs, c'est quoi le terme qu'il avait utilisé quand il parlait de lui, quand il a dit que lorsqu'un militaire désobéit, on ne dit pas on dit qu'on le prépare à aller rencontrer son Seigneur. Ça, c'est la philosophie qu'il a, ça, c'est l'état d'âme, ça, en fait, c'est la mentalité de ce monsieur depuis toujours, et donc, ceux qui le connaissent ont vu à lui, justement, une personne qu'il fallait, justement, mettre hors d'état de nuire. Mais puisque le capitaine Dadis, à l'époque, c'est du CNRD, c'est pas tout le monde qui était violent. Certains, voilà, sale caractère. Merci beaucoup, BHK Baldé. Il a la réputation de sale caractère, d'être cet individu qui élimine de façon très aisée ses collaborateurs. Donc, à l'époque, le CNRD l'avait très bien malmené, s'était très bien occupé de lui jusqu'à ce que sa mâchoire était cassée. Il n'oublie pas ça à ceux qui lui avaient fait subir justement ce supplice. Mais, c'est pour vous dire combien de fois cet individu avait subi la prison à l'époque. Il a fallu l'arrivée
de général Sekouba Konaté pour que la situation commence à se détendre un peu. Il n'est pas revenu parce qu'il était toujours convalescent, mais lorsque M. Alpha Condé est venu, M. Alpha Condé, voulant se débarrasser de certains individus qui avaient joué un rôle négatif, l'empêchant de venir au pouvoir depuis pendant tout ce temps, et il avait fait ce qu'il avait fait, et donc il a fait ramener lui, monsieur, au niveau du service des renseignements. Donc lui, Idi Amin, après avoir fait son parcours, il revient au niveau du secrétariat du ministère de la Défense comme secrétaire général du ministère de la Défense. Et c'est lui, figurez-vous, dans sa manipulation, parce qu'il a toujours eu des ambitions de coup d'État. Depuis le temps du général Lansana Conté, il voulait faire un coup d'État contre le général Lansana Conté. Depuis le temps de Dadis, il voulait fomenter un coup d'État, ce que les militaires ont compris, ils l'ont mis hors d'état de nuire. Pendant aussi qu'il était convalescent au temps de général Sekouba Konaté, bien qu'il sache que le général Sekouba Konaté était quelqu'un de plus proche à celui-là qu'il voulait qu'il vienne au pouvoir pour pouvoir toujours le manipuler, donc le professeur Alpha Condé, malgré ça, il voulait que le général Sekouba Konaté ait aussi des problèmes pour que la transition ne puisse pas réussir, parce que pour lui, tant qu'il ne vient pas au pouvoir, et c'est toujours resté comme ça, il n'est pas du tout tranquille. Rappelez que c'est quelqu'un de très ethno, et c'est un sécoutoriste de plus. Donc, le seul régime avec lequel il n'a pas eu de problème, c'est le régime de Sékou Touré, mais à l'époque, il était encore plus jeune. Continuant toujours, il est resté à ce poste-là, et ce n'est qu'en 2010, justement, quelque temps avant qu'il y ait le coup d'État, donc vers la fin du régime de Sekouba Konaté, donc la transition du CNDD, qu'il a progressivement occupé des postes, et le rôle qu'il avait joué justement sur cette tentative cet attentat contre le domicile de monsieur Alpha Condé à Kipé, donc en 2011. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui fomente justement ce coup d'État en instrumentalisant certaines personnes qui avaient des intentions justement de coup d'État. Il accélère cela. Dans quel dessein? D'abord, pour avoir la confiance de monsieur Alpha Condé, mais aussi pour pouvoir activer son plan B. Son plan B, c'était quoi? Ce jeune militaire qu'il avait connu dans ses déplacements et qui jouait encore le même rôle que lui, ou qui est devenu justement un autre agent secret, je parle là de Laye Mamadi Doumbouya. Laye Mamadi Doumbouya, qui à la faveur d'une demande de document d'asile à partir de la Hollande, se retrouve en France, et là, il épouse justement cette légion française. Cette légion étrangère où il devient justement un agent amoureux de la France, qui est allé faire sa formation au niveau du Sénégal, dans certains parties de l'Afrique, mais aussi de l'Europe à l'époque, pour ne pas citer tous les pays où il est allé. Donc là, nous allons faire une pause pour maintenant aller sur le cas centrafricain. Jusqu'ici, vous avez suivi le parcours. Nous sommes venus jusqu'à parler de ces deux hommes-là. Lui, général Idi Amin, mais également, Mamadi Doumbouya, le lien que les deux là ont eu, donc la formation de groupement des forces spéciales. C'est à ce niveau que nous allons faire une pause pour aller maintenant du côté de cette Centrafrique. La Centrafrique, vous connaissez, c'est ce pays qui s'appelait pendant la colonisation Obanguishari. Obanguishari, si je ne m'abuse, c'était le nom que cette portion de la terre africaine avait. C'était une colonie française, comme la Guinée. Cette colonie française, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a d'abord en 1921 quelqu'un qui naît, qui s'appelle Jean Bédel Bokassa, qui est né de deux parents, et c'est d'une famille polygame, on va dire. Dans cette famille polygame, son père était un chef de village ou un chef de quartier, on va dire, et qui était dévoué pour la cause de sa terre, jusqu'à ce que finalement un jour l'armée française, donc le colon, décide de l'éliminer. À l'époque, Jean Bédel Bokassa était très jeune, il était enfant. La même année, suite à l'assassinat de son père de manière très violente, sa mère, ne pouvant pas résister à ce choc, ne pouvant pas tenir le coup, plus de 10 bouches à nourrir, donc ce jeune garçon décide de s'enlever la vie. Donc Jean Bédel Bokassa devient à la fois orphelin de père et de mère. Et c'est justement, à l'époque, il y avait 3 options pour ceux qui étaient nés. C'était soit, nous parlons là de la période coloniale, bien sûr. Donc, il est né en 1921, donc juste après la Première Guerre mondiale, mais avant aussi la Deuxième Guerre mondiale.
cet orphelin se retrouve justement à se chercher. Et à l'époque, puisqu'il était enfant et maintenant devenu orphelin, dans des circonstances qui sont très déplorables, il y avait que 3 choix. Soit il a une formation pour devenir enseignant, parce que le colon n'avait besoin que des enseignants pour que le français soit cette langue-là, pour qu'il puisse justement bien maîtriser ces sujets. Mais aussi la deuxième option, c'était d'aller vers l'église, et donc devenir soit un prêtre, soit un assistant de prêtre, donc aussi propager la religion du colon qui était à l'époque le christianisme. Et la troisième option, qui était celle qui selon les circonstances et selon la demande du moment, qui était la plus attractive pour ceux qui voulaient avoir plus de privilèges, c'était l'armée. Donc si la personne ne voulait aucune des 3 options, la personne se retrouvait dans la précarité, dans la rue, ou bien devenir tout simplement paysan. Donc Louis Jean Bedel de Bokassa, orphelin, se retrouve d'abord à l'église où il est formé, pris en soin par cette église, et certaines informations nous disent qu'il voulait être prêtre. Sauf que l'amour qu'il avait pour ce colon, l'amour qu'il a développé pour ce français a développé en lui une francophilie à tel point que il avait vu à chaque fois qu'il y avait des défilés militaires, il voyait ces militaires-là dans leur uniforme, il voyait justement les occidentaux, à tel point qu'il a développé un certain comportement j'essaie de trouver l'expression de complexe d'infériorité. Donc, il ne se voyait qu'à l'image de ce colon. Et effectivement, c'était ça, l'une des stratégies du colonisateur, c'était l'assimilation. C'était justement de vendre l'image de cette société civilisée, de cet homme qu'il fallait imiter. Donc, Louis Jean Bedel, il avait poussé son amour pour ce colonisateur à tel point de vouloir justement rejoindre l'armée. Et à l'époque, comme j'ai dit, entre 1921 et 1940, donc quand il avait ses 20 ans, donc un jeune adolescent qui a embrassé justement cette carrière de militaire et s'est enrôlé dans l'armée française. Mais pour s'enrôler dans l'armée française, c'est important comme détail, il est rentré dans l'armée comme tirailleur. On est en train de parler des tirailleurs sénégalais, mais il y a une nuance qu'il faut apporter. Ça a été appelé tirailleurs sénégalais, mais en réalité, les tout premiers tirailleurs, d'après les livres, ce sont des tirailleurs tchadiens. Donc, l'armée africaine enrôlée sous la bannière française, c'était sous le contingent tchadien. Et le Tchad, pour situer géographiquement, la Centrafrique se trouve en dessous de ces pays du Sahel, donc le Tchad, le Soudan, même la Libye, mais aussi à côté du Cameroun et certains pays que vous connaissez qui étaient aussi instables. Et l'autre détail aussi qu'il fallait aussi ajouter, c'est que cette petite portion de terre à l'époque qui était plus affiliée au Congo, et d'ailleurs le Congo aussi qui subissait une certaine instabilité, et le Niger qui sont aussi juste à côté, cette portion n'était pas du tout une portion très considérée. Mais sa position géographique, c'est qu'elle avait comme potentiel en termes de population intéressait le colonisateur. Donc voilà pourquoi, sous la bannière des Tchadiens, lui, il a intégré l'armée et il a bénéficié de ce qu'on appelait à l'époque une bourse, une formation à l'étranger. Donc il s'est retrouvé en France pour combattre justement au compte de la France contre ses adversaires. Et vous avez certainement entendu de la guerre d'Indochine. Cette Indochine qui est devenue plus tard, si je ne m'abuse, le Vietnam. Cette guerre d'Indochine comme on a dit, Indochine, qui était soutenue par la Chine. Et comme aujourd'hui, la Chine était à l'époque l'opposé de la société des Occidentaux. Donc, il y avait une certaine opposition entre les deux. Et donc, lui, il a développé non seulement un amour fort pour la France, mais un dédain pour la Chine qu'il combattait. Et lorsque justement il est allé en Chine, pour faire le lien avec la pause que nous avons faite concernant Louis Mamadi Doumbouya, la Légion française, lui aussi, Jean Bedel Bokassa, il a été légionnaire, qui est allé en Indochine, et pendant son opération, la guerre qu'il était en train de mener en Indochine, il a développé des liens, il a fait des preuves jusqu'à avoir une décoration allant jusqu'à la décoration de Légion d'honneur. Donc il a eu des décorations qui ont fait de lui
Donc voilà, c'est ça. Quelqu'un donne la précision que l'Indochine, c'est le Vietnam, Cambodge et Laos. Donc c'est plus grand que ce que d'ailleurs moi je pensais. Merci beaucoup pour cette précision. Ce que j'aime dans l'interactivité. Donc lui, pendant son service militaire, en tant que Français, pas en tant que Centrafricain, ni en tant qu'Africain, il a exercé en tant que Français, et donc la même façon que Mamadi Doumbouya qui était dans la Légion française, dans la Légion étrangère. C'est important de souligner ce lien parce que vous allez comprendre pourquoi et comment nous allons combattre ce que la France est en train de commettre comme erreur en ce moment parce qu'elle n'apprend pas de l'histoire. Justement, puisqu'elle fait exprès de ne pas apprendre de l'histoire, nous aussi nous allons faire exprès de rappeler cette histoire et engager les responsabilités parce qu'il ne faudrait pas attendre plus tard pour qu'un président vienne s'excuser et dire que ce sont des erreurs qui ont été commises et qu'au nom de la France ou au nom de telle valeur ou telle valeur, nous voulons nous excuser. Nous devons ressortir les mistakes qui ont été faits à l'époque en ce moment pour ne pas que les mêmes erreurs soient répétées. Sinon, ça devient en réalité une répétition et ça devient sciemment fait. Nous n'allons pas l'accepter. Donc lui, Jean-Bédel Bokassa, qui nourrissait une haine contre la Chine, qui l'a traité même de cancer à l'époque, et en même temps, il exprimait cet amour qu'il avait pour la France. Il rentre de cette mission-là où il a tissé des liens avec, justement, il a obtenu des privilèges. Nous parlons là de l'année 1946, entre 1946 et 1947. Donc vous voyez bien que il y avait eu l'incident de Thiaroye, donc en 1944, où des légionnaires ou des tirailleurs sénégalais rentrés après la bataille, qui avaient fait leurs preuves, qui ont demandé à avoir une récompense avant même la fin officielle de la guerre, mais qui ont été récompensés par des tirs. Il y a eu une trentaine, voire une centaine de tirailleurs sénégalais qui ont été massacrés. Donc il y a eu cette catégorisation des agents, ceux-là qui veulent justement réclamer leurs droits après avoir vu que l'occidental, que ce colonisateur, il est vulnérable, qu'il n'est pas aussi fort qu'on le pensait, et que l'armée, justement, les occidentaux, c'est des droits, et qui ont estimé qu'ils ont mouillé le maillot, mais comme récompense, qu'est-ce qu'on fait? Quand ils ont réclamé leurs droits, c'est de tirer sur eux. Pendant ce temps, lui, Jean-Bédel Bokassa, était en train de gravir des échelons au sein de cette même armée qui était en train de tuer ses frères, cette même armée qui avait assassiné son père, cette même armée qu'il avait enrôlé de force dans cette armée-là avant qu'il ne développe justement cet amour pour défendre une autre patrie, une patrie autre que la sienne. C'est extrêmement important à ce niveau-là pour que vous compreniez l'état mental de cette personne-là et en même temps faire une certaine transposition sur lui, Mamadi Doumbouya. Quel est l'état d'âme de Mamadi Doumbouya? Quel est le caractère de ce Mamadi Doumbouya? Parce que les profils des deux sont les mêmes et leur parcours pour venir au pouvoir et leurs agissements sont également les mêmes. Avant donc que les choses ne dégénèrent, il faut que les choses soient connues maintenant pour prévenir. Donc lui, Jean-Bédel, entre 46 et 47, il développe son carnet et comme récompense, lorsque les pays africains ont commencé à demander leur indépendance après les deux guerres, et pendant qu'il y avait des crises dans certaines puissances qui étaient très essoufflées suite à la guerre, donc, nous entrons là dans la période des indépendances, donc dans les années 50, les années des indépendances. Donc, l'exception n'est pas faite. La Guinée obtient son indépendance en 1958, bon gré mal gré, et c'est le même vent qui va souffler dans les pays africains, que ce soit à l'ouest, de l'ouest vers l'est. Et la Centrafrique n'a pas fait exception à ça. Et le premier à justement emboîter le pas de la Guinée, c'est également une certaine élite qui était allée à l'école, qui s'était formée, qui avait, contrairement à ceux qui avaient choisi l'option militaire, qui ont choisi d'être tout simplement des intellectuels restés dans les rangs civils. Donc parmi ce groupe, il y a un certain Barthélemy Boganda, un certain Barthélemy Boganda, qui décide, lui, de réclamer l'indépendance, mais de manière progressive. Donc, entre 1958 à 1959,
D'abord, il écrit la constitution centrafricaine qui s'appelait à l'époque toujours Obanguishari. Et là, il fait aussi l'hymne national de son pays, ce qui lui vaut le titre de ce père fondateur de cette Centrafrique. Mais toujours, il faut souligner que la Centrafrique n'avait pas obtenu son indépendance, mais a manifesté le désir. Et la France semblait justement accepter cela sous le général de Gaulle, qui avait dit au pays qui voulait l'indépendance qu'il pouvait la prendre comme il avait fait pour le cas de la Guinée. Donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est extrêmement important. Lui, le monsieur là, prenant une certaine aura et voulant montrer une rupture totale entre son pays et l'ancien colonisateur, subit un jour un accident d'avion dans des circonstances très difficiles à déterminer. D'aucuns disent que c'est un accident, mais certaines sources aussi disent que ça a été une élimination parce qu'il devenait très gênant. Et c'était à la mode à l'époque. Toute personne qui devenait gênante, c'était un accident qui se produisait, et puisque les avions, c'était pas quelque chose de très sécuritaire à l'époque, on disait que bon, il y a eu accident d'avion. Retenez très bien cet accident d'avion parce que nous allons parler de 3 accidents d'avion dans ce live-là, si toutefois le temps nous le permet. Donc lui, il décède, si je ne m'abuse, c'était au mois de mars 1959. Et quand il décède, après avoir fait cette démarche de 1958 à 1959, donc plus d'une année, il était à la tête, il était en train de former ce futur gouvernement où il y avait un premier ministre, il y avait des ministres justement locaux, mais qui continuaient toujours d'officier sous la tutelle de la métropole française. Donc lui qui était en train de conduire son pays vers cette autonomie est victime de cet accident, et donc c'était la question de succession. Légalement, puisqu'il a un premier ministre, la logique voudrait que ce soit son premier ministre. Ce premier ministre qui s'appelait à l'époque un certain Abdel Goumba. Abdel Goumba est issu d'une ethnie dont je ne vais pas parler ici, mais retenez très bien le nom que j'ai donné. Donc, vous entendez par Abdel un nom musulman, et vous connaissez très bien au niveau de la Centrafrique quelles sont les ethnies qui sont des ethnies musulmanes. Et lui, monsieur Barthélemy Buganda, est d'une ethnie qui va être, plus tard vous allez comprendre il est de quelle ethnie, parce que nous allons parler de la succession. Au niveau de la succession, il y avait lui, mais il y avait aussi un certain ministre de l'Intérieur à l'époque, ministre de l'Intérieur justement et de la Sécurité, un certain David Bako. David Bako, si je ne m'abuse, attendez, je vais bien regarder mes notes. Oui, c'est David Bako. Ce David Bako était le ministre de l'Intérieur et le premier ministre, logiquement le successeur de ce Barthélemy, c'était le Abdel Goumba. Mais puisque Abdel Goumba était de la même philosophie, était du même courant, était de la même position que son prédécesseur qui est décédé dans cet accident d'avion, c'est-à-dire le nommé Barthélemy. Donc la France a eu peur que ça soit lui qui vienne. Voilà pourquoi la thèse de l'élimination ça encore puisse avoir plus de sens, parce que il fallait justement couper net cet élan d'indépendance qui était en train de se faire. Et à l'époque, il faut souligner que on n'avait pas découvert les richesses du sous-sol comme c'est le cas actuellement de cette Centrafrique. Tout ce qu'on savait, c'est que la terre avait une forêt, donc il y avait l'exploitation forestière qui était un potentiel, comme c'était le cas aussi du Gabon, comme c'était aussi le cas du Togo, ainsi de suite, mais aussi il y avait du diamant qui était connu dans le pays. À l'époque aussi, les diamants c'était très convoité. Mais il y avait d'autres ressources du sous-sol, comme le pétrole, comme l'uranium, qui n'étaient pas encore découverts, ou bien que même s'ils étaient découverts, mais ils n'étaient pas officiellement reconnus pour le pays, parce qu'il ne fallait pas aussi que certains, voilà, David Dako. Merci beaucoup. C'est David Dako. Merci beaucoup. C'est pas Bako. Amadou Diari Diallo me corrige que c'est Dako, mais pas Bako. Merci beaucoup. Donc, continuons la narration. C'est important. Les notes, c'est difficile pour quelqu'un qui ne, parce que je ne vais pas regarder mes notes. Je vais me rappeler de ce que j'ai comme information et vous la donner. Donc, vous voudriez bien m'excuser les erreurs et les dérapages ou les mélanges qui sont en train de se faire. Comprenez que c'est humain. Donc, ce David Dako, qui était le premier ministre, plutôt que d'être le premier ministre, et ce Abel, certains disent Abel Goumba, certains disent Abdel Goumba. Mais toujours est-il que ce Abdel Goumba, très instruit,
très civil et très patriote, était proche du courant du Barthélemy, décédé dans cet accident d'avion. Mais la France ayant déjà son élément, où lui, David Dacko, voyant ce qui est arrivé à son successeur, décide lui de jouer le jeu de la France. Voilà pourquoi la France s'arrange à ce que lui, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, contre le choix et la loi centrafricaine, c'est lui qu'on soutient pour venir au pouvoir. Faisons là une pause. Allons en 2010. Pour rappeler que lorsqu'il y a eu les élections de 2010, un certain Cellou Dalein était plus proche à l'époque du pouvoir pour avoir été le premier sur 24 candidats, pour avoir enregistré le score qu'il avait enregistré, mais la France avait déjà son candidat. Et je précise ici, faut pas de faire de précipitation, je suis en train de raconter des faits, à vous de faire votre interprétation, et mes collaborateurs, mes amis ou mes concitoyens du RPG ou les amoureux de M. Alpha Condé, qu'ils m'excusent de ce que je suis en train de donner comme information et qu'ils gardent les inimitiés pour plus tard. Je suis en train d'expliquer et ressortir quelque chose qu'ils doivent regarder, qu'ils écoutent ce que je dis, qu'ils ne recordent pas ce que c'est lui qui est en train de dire, ce qui est en train d'être dit. Donc là, en 2010, à peu près le même scénario. Le pouvoir était plus pressenti pour quelqu'un qui a obtenu sur 24 candidats le chiffre qu'il avait obtenu à l'époque, mais puisque la France avait déjà son candidat et qui voulait soutenir logiquement, c'est lui qui est citoyen français et c'est lui qui a souvent été en France et qui a aussi beaucoup collaboré avec la France pour avoir été ce réfugié à l'époque en France, qui avait même servi comme enseignant dans des universités et donc qui a des amis dans les hautes sphères de la France à l'époque, monsieur Alpha Condé. La même chose qui s'est faite en 2010, c'était cette même chose qui s'était faite en 1959 dans un pays qui s'appelle la Centrafrique. Donc, le jour de l'indépendance proclamée, parce que, comme j'ai dit, l'indépendance était là, on avait donné la latitude aux Centrafricains de former un gouvernement, mais c'était une indépendance partielle. L'indépendance totale telle que prescrite pour dire que à partir de cette date-là, officiellement, la Centrafrique est indépendante, c'est sous justement l'égide de ce David Dacko, qui est un protégé de la France, que la France mettra à la tête, au détriment de se nommer Abdel Goumba. Abdel Goumba connaîtra le sort qu'il connaîtra, il sera mis en prison, il sera mis en exil, et puis finalement le monsieur mourra plus tard de d'autres circonstances, mais en tout cas sans atteindre à l'époque l'objectif qu'il voulait. Plus tard, il gravira des gestions pour être même premier ministre, mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'à l'époque où il était pressenti pour être le président de la première, de cette nouvelle patrie, de ce nouveau pays africain, ne sera pas le président, c'est son premier ministre, c'est son ministre de l'Intérieur qui sera président donc de 1959 jusqu'à 1966. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Lorsque la Centrafrique a obtenu son indépendance, donc il y a eu justement ce légionnaire pour revenir à lui, Jean Bédel Bokassa, qui avait fini de servir son pays, la France, et qui est toujours français jusqu'à 1962 pour être plus exact. En 1962, il est ramené après l'indépendance, donc après 2 ans, il est ramené dans le pays où son cousin germain, donc le président, parce que les noms c'est un peu compliqué, le président David Dacko et le président David Dacko, qui est le cousin à Jean Bédel Bokassa, son cousin germain, mais qui est civil. Mais puisque la France, en plus d'avoir cet agent civil, il voulait aussi avoir cet agent militaire, parce que pour s'assurer de leur garantie, toujours avoir la même mise sur la Centrafrique, ils ne se sont pas contentés de bloquer le choix des Centrafricains pour mettre leur homme, mais ils sont allés plus loin pour avoir aussi un militaire. Et ce militaire, le choix est tombé justement sur ce légionnaire-là, qui a montré cet amour, plus que cet amour qu'avait exprimé David Dacko, parce que David Dacko, c'était en faveur de ce rapprochement et de cette soumission qu'il avait exprimée, parce que le jour de sa prise de parole, de sa prise de fonction,
il avait dit qu'ils avaient l'indépendance, mais qu'ils ne pouvaient pas aussi se passer de l'ancienne métropole et donc qu'ils restent reconnaissants à cette métropole avec laquelle ils voulaient aller ou continuer les relations. Donc ça, c'était une allégeance. Est-ce que c'était par crainte pour que le même sort que son prédécesseur ne lui arrive pas, ou bien c'était tout simplement une stratégie pour charmer la France? Mais toujours est-il que pendant un certain temps, la France a décidé en 1962, donc 3 ans après cette indépendance, de faire venir ce légionnaire. Et ce légionnaire d'abord était détaché de la France comme formateur technique au niveau de l'armée, mais ils vont aussi imposer à Jeanne d'Acau que ce même militaire soit le chef d'état-major de l'armée qui était en train d'être construite. Donc, il forme cette armée de bric à broc jusqu'à avoir justement cette armée-là. Mais qu'est-ce qu'il fait après sa rentrée en 1962? Il voit que le Jeanne d'Acau qui est venu, qui était le soutien de la France, et qui traversait des moments très difficiles parce que après l'indépendance, les caisses étaient vides, le pays traversait des problèmes frontaliers parce que la région était instable. Au niveau du Tchad, il y a un renversement de régime. Au niveau de Niger, c'était renversement de régime. Au niveau du Congo, c'est renversement de régime. Au Congo, parlant justement de ça, c'est lui, Patrice Lumumba, qui est assassiné, puis c'est Mobutu qui prend le pouvoir. Donc il y avait cette crainte à l'image de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, les coups d'État au Mali, et chaque coup d'État, on est en train d'aller vers l'adversaire à l'époque, donc le Burkina, le Mali et le Niger. À l'époque aussi, ce qui est en train de se passer là, à l'époque aussi, on craignait qu'à chaque coup d'État, qu'on renverse un homme favorable à la France, qu'on mette quelqu'un qui est défavorable, donc qui ira vers l'autre bloc. C'est extrêmement important que vous fassiez attention à ces détails-là pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et que c'est l'histoire qui est en train de se répéter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, David Dacko, qui est venu avec le soutien de la France, mais qui voit que ce militaire-là qui est en train d'avoir une certaine popularité au sein de l'armée, qui est en train d'avoir des positions parfois qui tranchent ou qui ne cadrent pas avec certaines décisions qu'il est en train de faire. Pourtant, il est le président élu, supposé, le président légitime, l'autre ne devait que s'occuper de l'armée. Il y a une certaine distance qui se crée entre les deux, mais une certaine rivalité. Mais l'homme fort reste toujours, et à rappeler que c'est des cousins, donc c'est la famille. Donc l'homme fort reste lui, Jeanne d'Acau, David Dacko plutôt, et Jean Bedel Bokassa reste chargé de l'armée. Jusqu'à ce que finalement, le monsieur qui espérait à ce que la France puisse l'aider, qui était en train de frapper à toutes les portes, aidez-nous, mais à chaque fois qu'il tape à la porte, l'ancienne métropole l'aide pas, il décide à un moment donné d'aller alors vers le concurrent, d'aller vers ce bloc qui est à l'opposé du bloc occidental. C'est en ce moment qu'il signera un contrat secret avec la Chine. Et vous vous rappelez bien que lui, Jean Bedel Bokassa, quand il était allé à la guerre d'Indochine, il avait exprimé une haine contre la Chine, mais un amour pour la France, pays qu'il était en train de défendre, normal. Et quand il s'est rendu compte que son cousin a signé un partenariat avec cette Chine à l'époque qui était en train de draguer les pays africains, la Guinée est une illustration. Qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre à son hiérarchie, donc la France, attention, c'est lui que vous avez fait venir est allé signer un contrat avec la Chine parce qu'en même temps le rôle qu'il jouait, c'était le rôle d'espion. Il rendait compte à son pays, donc avec sa double nationalité, il était plus en train de défendre les intérêts français que de défendre les intérêts centrafricains. Ce que nous sommes en train de dire là, c'est documenté, vous pouvez retrouver ça dans des livres. Et comme j'ai dit, parce que déjà nous avons fait combien de minutes? Nous avons déjà fait 1 heure. Je pense que le live, nous allons l'arrêter là pour ce qui concerne la version française et nous allons vous revenir avec la version Peul.